Chaque mot que vous prononcez en cet instant précis révèle quelque chose dont vous ignorez même l'existence en vous. Pendant que vous parlez de votre journée, de vos problèmes, de vos rêves, un univers entier opère sous la surface de votre conscience, utilisant votre voix comme véhicule pour se manifester dans le monde. Carl Jung a consacré des décennies de sa vie à découvrir quelque chose d'extraordinaire sur la nature humaine, quelque chose qui change complètement la façon dont nous comprenons la communication. Nous ne parlons pas simplement pour transmettre des informations, nous parlons pour révéler l'âme. Chaque ton, chaque pause, chaque mot choisi inconsciemment est une fenêtre directe vers les profondeurs de votre psyché, vers ces territoires obscurs que Jung appelait le inconscient. Et le plus fascinant dans tout cela est que la plupart des gens passent leur vie entière à parler, sans se rendre compte qu'ils sont continuellement en train de confesser qui ils sont vraiment, quelles blessures ils portent, quelles ombres ils n'ont pas intégrées, quels archétypes dominent leur expérience de la réalité. Votre langage n'est pas neutre, votre langage est pure révélation. Pensez à la dernière fois où vous avez dit quelque chose et où vous vous êtes ensuite demandé « Pourquoi ai-je dit cela ?» Cette sensation inconfortable d'avoir trop révélé, d'avoir laissé échapper quelque chose que vous auriez préféré garder caché. Cet inconfort n'est pas une coïncidence, c'est votre ego conscient qui se rend compte que quelque chose de plus profond vient d'utiliser votre voix sans demander la permission. Jung a découvert, à travers ses expériences d'association de mots, que lorsqu'une personne réagit avec un délai, une confusion ou une émotion intense à certains mots, elle révèle la présence d'un complexe, un noyau émotionnel chargé d'énergie psychique qui opère de manière autonome dans l'inconscient. Mais cela ne se limite pas aux expériences cliniques. Cela se produit dans chaque conversation que vous avez. Chaque sujet que vous évitez, chaque mot que vous choisissez, chaque métaphore que vous utilisez sans y penser, tout cela est votre inconscient qui parle le langage de votre histoire non résolue. Antonio Damasio, neuroscientifique pionnier dans l'étude des émotions, a démontré que nos mots sont chargés de marqueurs somatiques, des signaux émotionnels que le corps génère avant même que l'esprit conscient ne traite le sens. Lorsque vous parlez, vous ne transmettez pas seulement des concepts. Vous transmettez des états émotionnels complets, des mémoires corporelles, des expériences que votre système nerveux n'a jamais oubliées, même si votre esprit conscient les a enfouies il y a des décennies. Ce que je vais partager avec vous dans ce voyage transformera à jamais la façon dont vous vous écoutez et dont vous écoutez les autres. Car une fois que vous comprenez le langage caché de l'inconscient, une fois que vous apprenez à détecter les schémas, les projections, les complexes qui se manifestent à travers la voix, vous acquérez un pouvoir extraordinaire, le pouvoir de la conscience linguistique, le pouvoir de choisir non seulement ce que vous dites, mais aussi depuis quelle partie de votre psyché vous parlez. Jung appelait ce processus le individuation. Et la plupart des gens pensent que c'est quelque chose d'abstrait, de mystique et d'inaccessible. Mais la vérité est beaucoup plus pratique et accessible. L'individuation commence au moment où vous commencez à prêter une attention réelle à votre propre voix, à reconnaître quels archétypes parlent à travers vous, à intégrer consciemment ces parties fragmentées de votre âme qui se manifestent dans votre communication quotidienne. À la fin de ce processus, vous ne comprendrez pas seulement pourquoi vous parlez comme vous parlez. Vous comprendrez qui vous êtes vraiment. Au-delà de tous les masques, de toutes les défenses, de toutes les narrations que vous avez construites pour survivre. Et cette compréhension vous libérera d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer aujourd'hui. Il existe un moment révélateur dans l'histoire de la psychologie des profondeurs qui a changé à jamais notre compréhension de l'esprit humain. Carl Jung travaillait avec ses célèbres expériences d'association de mots. Une méthode apparemment simple où il présentait un mot à une personne et mesurait le temps qu'elle prenait pour répondre avec le premier mot qui lui venait à l'esprit. Ce qu'il a découvert était stupéfiant. Lorsque certains mots étaient présentés, certains patients se bloquaient, bégayaient, répondaient avec des mots complètement incongrus ou montraient des réponses physiologiques intenses telles que la transpiration ou des changements de pouls.
Jung a réalisé que ces mots touchaient à quelque chose de profond, quelque chose qu'il a appelé les bas, complexes. Un complexe est comme un système autonome au sein de la psyché, un noyau d'émotions, de mémoire et de signification qui opère en dessous de la conscience, mais qui a un pouvoir énorme sur notre comportement. Et voici l'extraordinaire que la plupart des gens ne comprennent pas. Ces complexes ne s'activent pas seulement dans un laboratoire psychologique. Ils s'activent constamment dans votre vie quotidienne. Et ils se manifestent principalement à travers votre langage. Chaque fois que vous choisissez un mot plutôt qu'un autre, chaque fois que votre ton de voix change subtilement, chaque fois que vous évitez de mentionner quelque chose de spécifique, vos complexes orchestrent votre communication depuis les ombres. Lorsque vous critiquez quelque chose avec une intensité disproportionnée, vous ne parlez pas du monde extérieur. Vous criez à propos de votre propre nez sombre non intégré, à propos de cette partie de vous-même que vous avez rejetée il y a si longtemps que vous avez oublié qu'elle était autrefois la vôtre. Jung a compris que la projection n'est pas seulement un mécanisme psychologique abstrait, c'est quelque chose que vous pouvez suivre directement dans le langage d'une personne. Écoutez attentivement quelqu'un parler de ce qui l'agace le plus chez les autres, et vous écouterez une confession involontaire de ses propres blessures non reconnues. Antonio Damasio a étendu cette compréhension, en démontrant que chaque mot que nous prononçons est lié à ce qu'il appelle des marqueurs somatiques, des signaux corporels qui associent des concepts à des états émotionnels spécifiques. Votre corps sait, au niveau cellulaire, quels mots sont liés au traumatisme, à la honte, à la peur, à l'amour, à la sécurité. Et cette information corporelle influence votre choix de mots bien avant que votre esprit rationnel n'ait l'occasion d'intervenir. C'est pourquoi vous dites parfois des choses que vous ne pouvez pas expliquer rationnellement par la suite. Ce n'est pas votre esprit logique qui a parlé. C'était votre inconscient qui utilisait votre voix pour exprimer quelque chose qui a besoin d'être reconnu, intégré, guéri. Daniel Siegel, pionnier de la neurobiologie interpersonnelle, a démontré que la façon dont nous construisons des narrations sur notre vie, la façon dont nous racontons notre histoire, a un impact direct sur l'intégration de notre cerveau. Lorsque votre langage est fragmenté, lorsque vous évitez certains sujets, lorsque votre narration présente des lacunes évidentes, ce n'est pas seulement un problème de communication, c'est un signe de désintégration psychique, de parties de vous-même qui sont dissociées, non connectées au reste de votre expérience consciente. Et voici le pouvoir transformateur de comprendre cela. Vous pouvez utiliser intentionnellement votre langage pour guérir, pour intégrer, pour amener à la conscience ces parties fragmentées. Chaque fois que vous nommez une émotion qui était auparavant innommable, chaque fois que vous parlez d'une expérience que vous gardiez sous silence, vous êtes littéralement en train de recabler votre cerveau, créant de nouvelles connexions neuronales qui permettent une plus grande intégration, une plus grande cohérence, une plus grande présence. Votre voix n'est pas seulement expression, elle est outil de transformation. Elle est le pont entre l'inconscient et la conscience. Et lorsque vous apprenez à l'utiliser consciemment, lorsque vous apprenez à détecter quels complexes parlent à travers vous, vous acquérez un pouvoir extraordinaire pour diriger votre propre évolution psychologique. La question n'est donc pas de savoir si vous révélez votre inconscient à travers votre langage. C'est inévitable. La question est de savoir si vous y prêtez attention, si vous développez la capacité de vous écouter vous-même avec la même profondeur que Jung écoutait ses patients. Car au moment où vous commencez à écouter réellement, au moment où vous détectez ces schémas répétitifs, ces mots chargés, ces silences révélateurs, vous commencez le processus d'individuation par le langage. Vous commencez à transformer la confession inconsciente en communication consciente. Et c'est le début de quelque chose d'extraordinaire. C'est le moment où vous cessez d'être la victime de vos propres complexes et devenez le artiste de votre propre expression psychique. Chaque mot devient un choix. Chaque conversation devient un acte de connaissance de soi. Et votre voix
Cette voix que vous avez utilisée toute votre vie sans y prêter trop d'attention se transforme en l'instrument le plus puissant que vous ayez pour sculpter votre propre âme, pour révéler qui vous êtes vraiment sous toutes les couches de conditionnement, toutes les défenses, tous les masques que vous avez construits pour survivre dans un monde qui n'était pas toujours sûr pour votre véritable être. Il y a quelque chose de profondément mystérieux dans la façon dont différentes voix émergent de vous selon le contexte dans lequel vous vous trouvez. Vous l'avez peut-être remarqué. Vous parlez d'une manière avec votre patron, d'une toute autre avec votre partenaire, d'une autre avec vos parents, d'une autre lorsque vous êtes seul avec vous-même. Ce n'est pas que vous soyez faux. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe et fascinant que cela. Jung a découvert que la psyché humaine n'est pas une entité monolithique, mais une multiplicité de voix, de personnalités partielles, de ce qu'il a appelé les archétypes. Ces archétypes ne sont pas de simples concepts abstraits. Ce sont des structures psychiques réelles qui ont leur propre schéma de pensée, leurs propres émotions, leur propre façon de voir le monde. Et le plus important pour notre sujet, chaque archétype a sa propre voix, son propre style linguistique, sa propre façon de communiquer. Lorsque vous comprenez cela, lorsque vous commencez à reconnaître quel archétype parle à travers vous à chaque instant, vous acquérez une conscience extraordinaire de votre propre complexité interne. Vous cessez de vous identifier complètement à chaque voix qui surgit, et vous commencez à vous reconnaître comme l'espace conscient qui contient toutes ces voix. Ce ton de voix que vous utilisez lorsque vous êtes sur la défensive n'est pas le vôtre. C'est l'archétype du guerrier blessé qui lutte pour la survie psychique, activant les mêmes schémas de protection qu'il a appris lorsque vous étiez un enfant vulnérable dans un environnement qui n'était pas toujours sûr. Ce ton autoritaire qui émerge lorsque vous donnez des ordres n'est pas votre véritable être. C'est l'archétype du roi ou de la reine, des structures de pouvoir que vous avez héritées de figures d'autorité dans votre jeunesse. Cette voix douce, presque enfantine, qui apparaît lorsque vous cherchez du réconfort, n'est pas une manipulation consciente. C'est l'archétype de l'enfant éternel, qui cherche le soin qu'il n'a peut-être pas reçu suffisamment dans le passé. Matthew Lieberman, neuroscientifique spécialisé dans le cerveau social, a démontré que notre cerveau traite constamment les informations sociales à un niveau profond, activant différents réseaux neuronaux selon le contexte relationnel dans lequel nous nous trouvons. Ces réseaux ne traitent pas seulement l'information, ils activent différentes façons d'être, différentes personnalités partielles que Jung a identifiées il y a un siècle. La neuroscience moderne est en train de confirmer ce que la psychologie des profondeurs pressentait. Vous n'êtes pas une personne, vous êtes plusieurs personnes, vivant dans le même corps, et chacune a sa propre voix. La persona est probablement l'archétype le plus évident dans votre communication quotidienne. C'est le masque social que vous utilisez pour naviguer dans le monde, la version de vous-même que vous présentez pour être acceptée, respectée, valorisée. Et elle a sa propre voix caractéristique. Écoutez comment vous parlez lors d'une réunion professionnelle par rapport à comment vous parlez dans l'intimité de votre foyer. La différence n'est pas seulement une question de contexte approprié. C'est une différence archétypique. Votre persona parle avec les mots qu'elle croit que le monde veut entendre. Elle utilise les bons termes, le ton approprié, les expressions qui génèrent l'impression désirée. Mais sous cette voix polie, il y a une autre voix, une voix plus brute, plus authentique, que Jung associait à ce qu'il appelait le soi, self, le centre véritable de votre être. Cette voix parle rarement parce que le monde n'est pas toujours sûr pour la vérité brute. Mais dans les moments de crise, dans les moments d'intimité profonde, dans les moments de solitude absolue, cette voix émerge. Et lorsqu'elle le fait, lorsque vous permettez à votre véritable soi de parler sans filtre, sans masque, sans vous soucier de l'impression que vous ferez, vous expérimentez quelque chose d'extraordinaire. Vous expérimentez l'authenticité. Vous expérimentez ce que Jung appelait le processus d'individuation, le mouvement de l'identification avec la persona vers l'identification avec le soi. Mais il y a aussi des voix plus sombres. L'ombre a son propre langage.
Et c'est un langage que la plupart des gens ne reconnaissent jamais consciemment. Elle se manifeste dans le sarcasme, dans les commentaires passifs-agressifs, dans les critiques déguisées en humour, dans cette façon de parler qui blesse mais qui peut ensuite être niée en disant « je plaisantais seulement ». L'ombre contient tout ce que vous avez rejeté de vous-même, tout ce que vous avez considéré comme inacceptable, tout ce que votre famille, votre culture, votre religion vous ont appris à ne pas être. Et ces parties rejetées ne disparaissent pas. Elles deviennent simplement inconscientes, et de là elles opèrent, se manifestant dans votre langage de manière que votre ego conscient ne veut pas reconnaître. Joseph Ledoux, neuroscientifique expert des circuits de la peur, a démontré que l'amygdale peut s'activer et générer des réponses émotionnelles bien avant que le cortex préfrontal n'ait l'occasion de traiter l'information consciemment. Cela signifie que votre ombre peut parler avant que votre esprit rationnel n'ait l'occasion d'intervenir. C'est pourquoi vous dites parfois des choses blessantes dans les moments de conflit et que vous vous demandez ensuite pourquoi vous l'avez fait. Ce n'était pas votre moi conscient. C'était votre ombre qui utilisait votre voix pour exprimer toute cette douleur, toute cette rage, tout ce rejet que vous avez accumulé pendant des années. Jung a également beaucoup parlé des archétypes de anima et de animus, les principes féminins et masculins que nous portons tous en nous, indépendamment de notre genre biologique. Et ces archétypes ont également leur propre voix. L'animus s'exprime par la logique, l'analyse, la structure, la pensée linéaire. L'anima s'exprime par l'intuition, l'émotion, la réceptivité, la pensée associative. Écoutez comment votre façon de parler change lorsque vous êtes en mode analytique par rapport à lorsque vous êtes en mode réceptif. Ce n'est pas seulement une différence de contenu, c'est une différence d'être. Différents archétypes qui prennent le contrôle de votre voix. Et voici le pouvoir transformateur. Lorsque vous reconnaissez consciemment ces archétypes, lorsque vous apprenez à identifier leur voix, vous n'êtes plus possédé par eux. Vous ne vous identifiez plus complètement au guerrier lorsque vous êtes sur la défensive, à la persona lorsque vous êtes en mode social, à l'ombre lorsque vous êtes blessé. Au lieu de cela, vous vous reconnaissez comme la conscience qui contient tous ces archétypes, qui peut donner la parole à chacun lorsque cela est approprié, mais qui n'est esclave d'aucun. C'est cela, l'individuation. C'est cela, la liberté psychologique. Et cela commence par quelque chose d'aussi simple et d'aussi profond que d'apprendre à écouter. Quelle voix parle à travers vous, à chaque instant? Quelle est la voix que vous reconnaissez le plus clairement dans votre propre façon de parler? Écrivez dans les commentaires quel archétype vous sentez qui domine votre communication. Est-ce le guerrier défensif, la persona complaisante, l'ombre ressentie? La reconnaissance est le premier pas vers l'intégration, le premier pas pour devenir le chef d'orchestre conscient de votre propre symphonie archétypale, au lieu d'être l'instrument que ces voix jouent sans votre permission. Maintenant, je veux vous emmener sur un territoire que la plupart des gens n'explorent jamais consciemment. Un territoire que Jung considérait comme absolument crucial pour comprendre la psyché humaine. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous dites. Il s'agit aussi, et peut-être plus important encore, de ce que vous ne dites pas, de ces silences stratégiques, de ces sujets que vous évitez systématiquement, de ces mots que vous ne prononcez jamais. Car vos silences parlent aussi fort que vos mots, si vous savez comment les écouter. Chaque sujet que vous évitez dans les conversations est une carte précise de vos traumatismes non résolus, de vos hontes enfouies, de ces parties de votre histoire que votre psyché a décidé, il y a longtemps, qu'elles étaient trop dangereuses pour être nommées. Jung comprenait que l'inconscient ne se révèle pas seulement dans ce qui émerge à la conscience, mais aussi dans ce qui est maintenu réprimé, dans ce qui se voit activement refuser l'accès à l'expression verbale. Et cette répression a des conséquences, non seulement psychologiques, mais aussi neurobiologiques. Les sujets que vous évitez systématiquement dans les conversations sont des cartes précises de vos traumatismes non résolus. Chaque silence est une blessure qui demande intégration, un fragment de votre âme qui est resté figé dans le temps, attendant d'être reconnu et nommé.
Stephen Porges a révolutionné notre compréhension de cela avec sa théorie polyvagale, démontrant que le système nerveux a différents états d'activation qui déterminent non seulement comment nous nous sentons, mais aussi ce que nous pouvons exprimer verbalement. Lorsque vous êtes dans un état de menace, lorsque votre système nerveux est en mode de défense, certaines formes de communication deviennent tout simplement impossibles. Votre nerf vague se désactive, votre capacité de connexion sociale s'éteint et vous êtes littéralement sans voix. Ce n'est pas un choix conscient. C'est une réponse neurobiologique à une perception de danger, même si ce danger n'est que psychologique, seulement le risque de ressentir une émotion que votre système a appris il y a longtemps qu'elle était insupportable. Pensez à ces sujets dont vous ne parlez jamais avec votre famille. Ces éléphants dans la pièce, dont tout le monde sait qu'ils sont là, mais que personne ne mentionne jamais. L'alcoolisme du père, la dépression de la mère, l'abus qui a eu lieu, mais qui est maintenu dans un pacte de silence collectif. Ces silences familiaux ne sont pas neutres, ils sont toxiques. Ils sont ce que les thérapeutes systémiques familiaux appellent des secrets pathogènes. Des informations qui sont gardées cachées, mais qui infectent toute la dynamique familiale, générant des symptômes chez les membres les plus vulnérables. Généralement, les enfants qui grandissent en sentant que quelque chose ne va pas terriblement, mais sans pouvoir le nommer. Jung disait que ce qui n'est pas rendu conscient se manifeste comme destin. Et c'est littéralement vrai lorsque nous parlons de silence transgénérationnel. Ces sujets dont votre famille n'a jamais discuté deviennent les sujets dont vous ne pouvez pas non plus discuter. Ces traumatismes que vos parents n'ont jamais traités verbalement deviennent les traumatismes que vous héritez, non génétiquement mais linguistiquement, à travers l'absence même de mots, à travers ces silences chargés qui vous ont appris que certaines choses ne peuvent tout simplement pas être dites. Joseph Ledoux, qui a consacré sa carrière à l'étude des circuits neuronaux de la peur, a découvert quelque chose de fascinant sur la mémoire traumatique. Lorsque vous vivez un événement traumatique, l'information est stockée différemment dans le cerveau. L'amygdale, la structure cérébrale responsable du traitement de la peur, conserve la mémoire émotionnelle du traumatisme de manière implicite, non verbale. Pendant ce temps, l'hippocampe, responsable de la mémoire explicite et narrative, échoue souvent à consolider la mémoire de l'événement de manière cohérente. Le résultat est que vous avez une réponse émotionnelle intense à certains stimuli, mais vous n'avez pas de narration claire sur pourquoi. Vous ressentez la peur, la honte, la rage, mais vous ne pouvez pas expliquer leur origine. Vous ne pouvez pas mettre de mots sur l'expérience. Et lorsque vous ne pouvez pas mettre de mots sur quelque chose, lorsque quelque chose reste dans le territoire de l'innommable, cela maintient un pouvoir énorme sur votre vie. Cela contrôle votre comportement depuis les ombres. Cela vous fait éviter des situations, des personnes, des sujets, sans même que vous compreniez pourquoi. C'est là que la thérapie par la parole prend son véritable pouvoir. Il ne s'agit pas seulement de ventilation émotionnelle. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond et transformateur. Il s'agit d'amener l'innommable dans le territoire du langage, de créer une narration cohérente sur des expériences qui étaient fragmentées, d'intégrer ces mémoires traumatiques dans le tissu de votre histoire personnelle. Daniel Siegel parle de cela en termes de intégration narrative. Lorsque vous pouvez raconter votre histoire de manière cohérente, lorsque vous pouvez nommer ce qui vous est arrivé, lorsque vous pouvez donner la parole à ces expériences qui étaient piégées dans le silence, quelque chose change au niveau neurobiologique. Votre cerveau s'intègre littéralement mieux. Les réseaux neuronaux qui étaient déconnectés commencent à communiquer. L'amygdale hyperactive commence à se calmer car le cortex préfrontal peut maintenant donner un sens à ces signaux d'alarme. Le traumatisme commence à se transformer de quelque chose qui vous contrôle en quelque chose que vous comprenez, en quelque chose qui fait partie de votre histoire, mais qui ne définit plus votre présent. Mais voici le point crucial que la plupart des gens ne comprennent pas. Il ne suffit pas de parler de n'importe quoi. Il ne suffit pas de remplir le silence avec des mots vides.
Vous devez parler spécifiquement de ce que vous avez évité, de ce que votre système nerveux a marqué il y a longtemps comme territoire interdit. Vous devez trouver les mots pour ce qui a toujours semblé impossible à nommer. Et oui, ce sera inconfortable. Oui, votre système nerveux va résister. Oui, vous allez ressentir cette activation, cette sensation de danger qui vous avertit que vous entrez en territoire psychologiquement périlleux. Mais de l'autre côté de cette peur, de l'autre côté de ce silence brisé, il y a la libération, il y a l'intégration, il y a la possibilité de finalement être complet au lieu d'être fragmenté, de finalement être vraiment vous-même, au lieu d'être une collection de masques et de silences stratégiques conçus pour éviter la douleur de sentir ce que vous ne vous êtes jamais permis de sentir, de dire ce que vous ne vous êtes jamais permis de dire. Jung avait raison lorsqu'il disait qu'en chacun de nous, il y a une personne numéro 2, un soi caché qui vit dans les ombres de l'indicible, attendant le moment où nous aurons enfin le courage de lui donner la parole. Ce moment, c'est maintenant. Ce moment, c'est chaque fois que vous choisissez consciemment de parler de ce qui était auparavant innommable, chaque fois que vous brisez le silence familial, chaque fois que vous osez mettre des mots sur votre douleur la plus profonde. Car ce n'est que par le langage, ce n'est que par l'action courageuse de nommer ce qui est caché, que vous pouvez commencer le processus de transformer le traumatisme en sagesse, le silence en pouvoir, la fragmentation en intégration. Votre voix n'est pas seulement expression, elle est guérison. Et les silences que vous brisez aujourd'hui sont les prisons psychologiques dont vous vous libérez pour toujours. Votre esprit ne parle pas seulement avec des mots littéraux, il parle en symboles, en métaphores, en images qui révèlent beaucoup plus que ce que vous pourriez exprimer directement. Et ce n'est pas de la poésie abstraite, c'est un fait psychologique profond que Jung a compris mieux que presque tout autre penseur de l'histoire de la psychologie. Chaque métaphore que vous utilisez inconsciemment, chaque image qui surgit dans votre langage quotidien est une fenêtre directe vers votre mythologie personnelle, vers ce système de signification inconsciente qui organise votre expérience du monde. Lorsque vous dites que vous vous sentez pris au piège dans votre vie, ce n'est pas seulement une expression occasionnelle, c'est une métaphore qui révèle votre expérience psychologique réelle. Votre inconscient essaie de vous dire quelque chose sur votre situation actuelle en utilisant le langage symbolique qui est sa langue maternelle. Car l'inconscient ne pense pas en termes logiques et linéaires. Il pense en images, en symboles, en métaphores qui condensent des couches entières de signification en une seule image puissante. Si vous parlez constamment en termes de guerre et de bataille, si votre langage est saturé de métaphores militaires, si vous décrivez votre journée comme survivre et votre travail comme un combat, votre inconscient essaie de vous dire quelque chose de crucial. Il dit que vous vivez toujours en mode de survie, que votre système nerveux est bloqué dans un état de menace constante, que même si la guerre réelle est terminée depuis longtemps, la guerre psychologique continue. Ce n'est pas un détail insignifiant de style linguistique, c'est une information vitale sur votre état psychologique. Antonio Damasio a démontré que le cerveau ne fait pas de distinction claire entre les expériences réelles et imaginées au niveau émotionnel. Lorsque vous utilisez constamment des métaphores de bataille, lorsque vous décrivez votre vie en termes de lutte constante, vous maintenez littéralement votre système nerveux dans un état d'activation défensive. Vous entraînez votre cerveau à voir le monde comme un champ de bataille, à interpréter des situations neutres comme des menaces, à maintenir cette hypervigilance qui était peut-être nécessaire à un moment donné de votre passé, mais qui est maintenant devenue une prison perceptuelle. Mais les métaphores ne sont pas seulement diagnostiques, elles sont aussi transformatrices. Jung comprenait le pouvoir thérapeutique de travailler consciemment avec les symboles. Lorsque vous changez votre système métaphorique, lorsque vous commencez consciemment à utiliser un langage différent pour décrire votre expérience, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous ne changez pas seulement votre façon de parler, vous changez votre façon de percevoir, vous changez votre façon d'expérimenter la réalité.
Si au lieu de parler de votre vie comme d'une bataille, vous commencez à la décrire comme un voyage, comme une exploration, comme un processus de découverte, votre cerveau commence à chercher des preuves de cette nouvelle narration. Vous commencez à remarquer des opportunités au lieu de menaces. Vous commencez à voir des expériences d'apprentissage au lieu d'échecs. Vous commencez à ressentir de la curiosité au lieu de la peur défensive. Lisa Feldman Barrett, neuroscientifique révolutionnaire dans l'étude des émotions, a démontré que le cerveau est fondamentalement une machine à prédire. Il utilise les catégories conceptuelles dont il dispose pour donner un sens aux informations sensorielles entrantes. Et le langage, en particulier le langage métaphorique, fournit ces catégories conceptuelles. Observez les métaphores corporelles dans votre langage. Cela me pèse sur le cœur. J'ai une boule au ventre. Je ne peux pas avaler cette situation. Cela me fait mal à l'âme. Ce ne sont pas seulement des expressions poétiques, ce sont des descriptions littérales de la façon dont votre corps expérimente les états émotionnels. Damasio a passé des décennies à démontrer que les émotions sont fondamentalement corporelles, que la conscience elle-même émerge de la capacité du cerveau à cartographier l'état interne du corps. Lorsque vous faites attention à vos métaphores corporelles, lorsque vous écoutez vraiment ce que votre langage dit de votre expérience somatique, vous obtenez des informations inestimables sur votre état psychophysiologique. Et plus important encore, lorsque vous changez consciemment ces métaphores, lorsque vous décidez de décrire votre expérience de manière plus autonomisante, vous commencez à changer l'expérience elle-même. Si au lieu de dire « je porte un poids sur mes épaules », vous commencez à dire « je suis en train de construire ma force », votre expérience somatique commence à changer. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neuroplasticité. C'est le pouvoir du langage de réorganiser l'expérience psychophysiologique. Jung a identifié que chaque personne a ce qu'il appelait une mythologie personnelle, un système de symboles et d'images qui organise son expérience du monde. Certaines personnes vivent dans une mythologie de victimes et de persécuteurs, d'autres dans une mythologie de héros en voyage, d'autres dans une mythologie de martyrs se sacrifiant pour les autres. Et vous pouvez identifier la mythologie d'une personne simplement en écoutant ses métaphores dominantes. La personne qui parle constamment de sacrifice et de donner jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien vit dans la mythologie du martyr. La personne qui parle de obstacles à surmonter et de montagnes à escalader vit dans la mythologie du héros. La personne qui parle de injustice que je subis et de personnes qui m'ont trahi vit dans la mythologie de la victime. Aucune de ces mythologies n'est intrinsèquement bonne ou mauvaise. Ce sont simplement différentes façons d'organiser l'expérience. Mais elles deviennent problématiques lorsqu'elles sont inconscientes. Lorsque la personne est complètement identifiée à sa mythologie sans se rendre compte que ce n'est que cela, une histoire, un système de symboles, et non la réalité objective. Le pouvoir transformateur vient lorsque vous réalisez que vous pouvez choisir consciemment votre mythologie, que vous pouvez changer le système de métaphores que vous utilisez pour décrire votre vie. Et lorsque vous faites cela, lorsque vous adoptez consciemment un nouveau langage symbolique, votre expérience de la vie elle-même commence à se transformer. Car votre cerveau utilise le langage non seulement pour décrire l'expérience, mais pour créer l'expérience. Les catégories linguistiques dont vous disposez déterminent ce que vous pouvez percevoir, ce que vous pouvez ressentir, quel sens vous pouvez tirer des événements de votre vie. Lorsque vous élargissez votre vocabulaire émotionnel, lorsque vous développez un système métaphorique plus riche et plus autonomisant, vous élargissez littéralement votre capacité à expérimenter la réalité de manière plus complexe et plus satisfaisante. Vous cessez d'être piégé dans les mêmes narrations répétitives, et vous commencez à vivre une histoire plus consciente, plus choisie, plus alignée avec qui vous voulez vraiment être, au lieu de qui vos traumatismes non résolus vous ont obligé à devenir.
Il y a quelque chose que la plupart des gens ne considèrent jamais, mais qui est absolument fondamental pour comprendre comment l'inconscient se révèle à travers le langage. Il n'y a pas seulement les mots que vous choisissez. Il n'y a pas seulement les métaphores que vous utilisez. Il y a aussi la façon dont vous les dites, le rythme, le ton, la mélodie de votre voix, ce que les linguistes appellent la prosodie. Et voici ce qui est fascinant. La prosodie est presque entièrement inconsciente. Vous pouvez contrôler vos mots assez efficacement, si vous le souhaitez. Vous pouvez choisir quoi dire et quoi ne pas dire. Mais la façon dont vous le dites, cette musique subtile de votre voix, cette mélodie émotionnelle qui accompagne chaque phrase, cela émerge directement de votre état interne, de votre système nerveux, de ces couches profondes de votre psyché qui opèrent en dessous du contrôle conscient. Jung comprenait que le corps ne ment pas, et la voix est le corps. C'est une vibration physique. C'est le résultat de muscles, d'air, de tension et de relaxation qui révèlent votre état psychophysiologique réel, quels que soient les mots que vous utilisez pour le dissimuler. La mélodie monotone de votre voix, lorsque vous parlez d'émotions intenses, est l'écho d'une enfance où sentir était dangereux, où votre système nerveux protège toujours cette créature vulnérable que vous avez été. Ce n'est pas de la spéculation psychologique abstraite, c'est de la neurobiologie. Lisa Feldman-Barrett a démontré que le cerveau construit des émotions en utilisant un processus de prédiction basé sur des expériences passées. Lorsque vous étiez enfant et que l'expression d'une émotion entraînait une punition, un rejet, un abandon émotionnel, votre cerveau a appris à supprimer l'expression émotionnelle comme stratégie de survie. Et cette suppression se manifeste directement dans votre prosodie. Votre voix devient plate, monotone, déconnectée de l'émotion que les mots décrivent. Il y a une dissonance entre le contenu et la mélodie. Vous dites « Je suis très en colère », mais votre voix semble complètement neutre, presque apathique. Vous dites « Je suis profondément blessé », mais il n'y a pas de douleur dans votre ton, seulement une narration désaffectée des faits. Cette déconnexion entre le mot et la prosodie est ce que les psychologues appellent la dissociation. C'est une fragmentation de l'expérience où le contenu cognitif est séparé du contenu émotionnel. Et cette fragmentation est audible. Stephen Porges, avec sa théorie polyvagale, explique cela en termes d'état du système nerveux autonome. Lorsque vous êtes dans un état de connexion sociale saine, lorsque votre système nerveux est régulé, votre voix a ce qu'il appelle une prosodie ventrale vagale. Elle est chaude, musicale, variable, expressive. Elle communique la sécurité et l'ouverture. Cela invite à la connexion. Mais lorsque vous êtes dans un état de menace, lorsque votre système nerveux est en mode défensif, votre voix change radicalement. Elle devient plus plate, plus monotone, plus restreinte dans sa gamme tonale. Ou, au contraire, elle devient stridente, aiguë, avec cette qualité d'urgence qui active le système d'alarme chez celui qui vous écoute. Ce ne sont pas des choix conscients. Ce sont des réponses automatiques du système nerveux aux perceptions de sécurité ou de menace. Écoutez la vitesse de votre élocution. Les personnes souffrant d'anxiété chronique ont tendance à parler plus vite, comme s'il n'y avait pas assez de temps, comme si elles devaient se dépêcher avant que quelque chose n'interrompe leur opportunité d'être entendues. Cette vitesse accélérée n'est pas seulement une habitude nerveuse. C'est une manifestation directe d'un système nerveux constamment en mode d'activation sympathique, dans cet état de lutte ou de fuite qui est devenu chronique. D'un autre côté, les personnes souffrant de dépression profonde parlent souvent très lentement, avec de longues pauses, comme si chaque mot exigeait un effort énorme. Cette lenteur n'est pas de la paresse. C'est la manifestation vocale d'un système nerveux en mode d'effondrement, dans cet état que Porges appelle le immobilisation vagale dorsale, où l'énergie est si épuisée que même la communication de base devient laborieuse. Les schémas prosodiques que nous développons dans l'enfance ont tendance à persister toute la vie, à moins que nous ne les travaillions consciemment. Si vous avez grandi dans un foyer où crier était la norme,
où la communication était toujours intense et élevée, vous avez probablement internalisé ce schéma. Votre volume de base est plus élevé que celui des autres personnes. Votre intensité émotionnelle dans la communication est plus grande. Et cela peut créer des problèmes, dans des contextes où cette intensité est interprétée comme de l'agression ou de l'instabilité. Au contraire, si vous avez grandi dans un foyer où il fallait marcher sur la pointe des pieds émotionnellement, où toute expression émotionnelle forte entraînait des conséquences négatives, vous avez probablement développé une prosodie très contrôlée, très modulée, très retenue. Et cela aussi peut créer des problèmes car les gens peuvent vous percevoir comme émotionnellement distant, comme non authentique, comme si vous cachiez quelque chose. Mais voici l'extraordinaire. Vous pouvez travailler consciemment avec votre prosodie pour guérir ces blessures précoces, pour développer des schémas de communication plus sains et plus expressifs. Richard Davidson, pionnier dans l'étude de la neuroplasticité émotionnelle, a démontré que le cerveau peut changer radicalement, même à l'âge adulte, grâce à des pratiques intentionnelles. Lorsque vous travaillez consciemment avec votre voix, lorsque vous pratiquez l'expression des émotions avec la prosodie appropriée, lorsque vous vous permettez d'expérimenter différents tons, rythmes, volumes, vous êtes littéralement en train de recabler les circuits neuronaux qui relient votre expérience émotionnelle interne à votre expression vocale externe. Vous êtes en train de guérir cette dissociation entre sentir et exprimer qui s'est développée comme mécanisme de survie dans votre enfance. Il existe des pratiques simples mais profondément transformatrices. Vous enregistrez, en train de parler de différents sujets émotionnels, puis vous écoutez sans jugement, en notant simplement ce que vous détectez dans votre propre prosodie. Pratiquez dire la même phrase avec différents tons émotionnels, développant la flexibilité prosodique. Travaillez avec un thérapeute ou un coach vocal pour identifier les schémas restrictifs et élargir votre gamme expressive. Ces pratiques peuvent sembler techniques, mais leur effet est profondément psychologique. Lorsque votre voix devient plus expressive, plus connectée à votre émotion réelle, quelque chose change aussi dans votre expérience interne. L'expression n'est pas seulement le résultat de l'émotion, elle est aussi la cause de l'émotion. Lorsque vous permettez à votre voix d'exprimer pleinement ce que vous ressentez, lorsque vous brisez ces schémas prosodiques restrictifs que vous avez appris dans l'enfance, vous vous permettez de sentir plus pleinement, de vivre plus pleinement, d'être plus pleinement vous-même, au lieu d'être cette version contrôlée et contenue que vous avez construite pour vous maintenir en sécurité dans un monde qui ne l'était pas autrefois. Combien de ces schémas prosodiques reconnaissez-vous dans votre propre voix? Parlez-vous plus vite lorsque vous êtes anxieux? Votre voix devient-elle monotone lorsque vous parlez de douleur? Écrivez dans les commentaires ce que vous avez découvert sur la mélodie de votre propre âme, lorsque vous avez commencé à prêter une attention réelle à la façon dont vous sonnez lorsque vous parlez. Et maintenant, nous devons parler de quelque chose que Jung considérait comme absolument central pour comprendre la psyché humaine, mais que la plupart des gens comprennent complètement mal. Lorsque Jung a parlé de l'inconscient collectif, il ne parlait pas d'un concept mystique et abstrait sans fondement réel. Il parlait de quelque chose de profondément pratique et observable. Il parlait du fait qu'il existe des structures de signification, des schémas de pensée, des façons d'organiser l'expérience qui sont partagées à travers les cultures, à travers les générations, à travers le temps. Et ces structures n'existent pas seulement dans un royaume platonicien d'idées. Elles existent dans le langage. Elles sont transmises par le langage. Elles vivent dans ces phrases que vous répétez sans réfléchir, dans ces proverbes que vous utilisez automatiquement, dans ces expressions que vous avez héritées de vos parents, qu'ils ont héritées des leurs, qui ont été transmises à travers les générations, portant avec elles non seulement des mots, mais des significations profondes, des valeurs implicites, des façons de voir le monde qui façonnent votre expérience bien plus que vous ne pourriez l'imaginer. Lorsque vous répétez cette formule que votre grand-mère disait toujours, ce n'est pas seulement une mémoire personnelle,
C'est l'inconscient collectif des générations qui utilise votre voix comme un portail pour se manifester dans le présent, maintenant envie des formes de sagesse, mais aussi des formes de limitation qui ont été transmises à travers le temps. Boris Cyrulnik, neuropsychiatre pionnier dans l'étude de la résilience et de la transmission transgénérationnelle, a longuement documenté comment le traumatisme se transmet, non génétiquement mais culturellement, à travers les narrations familiales, à travers les silences familiaux que nous avons déjà abordés, mais aussi à travers ces expressions linguistiques répétées qui portent en elles des visions du monde. Lorsque votre père disait toujours « ne fais confiance à personne », lorsque votre mère répétait constamment « la vie est souffrance », lorsque votre culture vous a appris que « pleurer est pour les faibles », vous n'écoutiez pas seulement des mots. Vous étiez programmé, avec une façon spécifique d'interpréter la réalité, avec une narration particulière sur ce que signifie être humain, sur ce que vous pouvez attendre du monde, sur qui vous êtes autorisé à être. Et voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Vous n'êtes pas seulement vous. Lorsque vous parlez, des siècles d'histoire humaine parlent avec vous. Lorsque vous utilisez le langage, vous accédez à un système de signification qui a été construit par d'innombrables générations avant vous. Votre langue maternelle n'est pas seulement un système neutre de communication. C'est un référentiel de toute l'expérience collective, de toute la sagesse, mais aussi de tous les préjugés, de toutes les peurs, de toutes les limitations de la culture qui l'a créée. Certains linguistes appellent cela la hypothèse Sapir-Whorf, l'idée selon laquelle le langage ne fait pas que décrire la réalité, il façonne la façon dont nous percevons la réalité. Et bien que la version forte de cette hypothèse ait été débattue, la preuve est claire. Le langage influence profondément la cognition, l'émotion, la façon dont nous catégorisons et expérimentons le monde. Il y a des recherches fascinantes sur les personnes bilingues ou multilingues qui signalent des changements de personnalité lorsqu'elles changent de langue. Ce n'est pas qu'elles fassent semblant. C'est que différentes langues activent différents aspects du soi, différentes façons de traiter l'expérience, différentes valeurs culturelles implicites. Une personne peut être plus assertive en anglais et plus déférente en japonais, non par décision consciente, mais parce que ces valeurs sont codées dans les structures linguistiques même de chaque langue. C'est l'inconscient collectif en action. Jung avait raison. Nous ne partons pas de zéro psychologiquement. Nous héritons de structures, de schémas, de façons d'être qui sont bien plus anciennes que notre expérience individuelle. Et le langage est le véhicule principal de cette transmission. Mais voici le pouvoir et la liberté. Une fois que vous réalisez cela, une fois que vous reconnaissez que beaucoup de choses que vous dites, beaucoup de façons dont vous pensez ne sont pas vraiment les vôtres, mais une programmation culturelle héritée, vous pouvez commencer à choisir. Vous pouvez commencer à remettre en question ces narrations collectives. Vous pouvez vous demander, cette croyance que j'exprime, est-elle vraiment la mienne ou est-ce quelque chose que j'ai absorbé de ma famille, de ma culture, de ma religion? Cette valeur que je défends, l'ai-je choisie consciemment ou l'ai-je simplement héritée sans la remettre en question? Cette façon de parler de moi-même, du monde, des possibilités de ma vie, est-elle authentique ou est-ce l'écho de voix ancestrales qui avaient peut-être raison dans leur contexte, mais qui ne servent plus? Le mien, Jung, appelait cela le processus de individuation. Et c'est essentiellement le processus de séparer ce qui est véritablement le vôtre de ce qui est l'héritage collectif, d'honorer la sagesse du passé tout en se libérant des limitations du passé. Matthew Lieberman, neuroscientifique expert du cerveau social, a démontré que les humains ont des circuits neuronaux spécifiquement conçus pour la transmission culturelle, pour apprendre des autres, pour internaliser les normes et les valeurs du groupe. Cette capacité a été cruciale pour la survie de notre espèce, mais cela signifie aussi que nous sommes extrêmement sensibles à la programmation sociale, à l'absorption de croyances et de valeurs sans les traiter de manière critique. Et une grande partie de cette programmation se produit par le langage,
à travers ces expressions répétées, ces proverbes, ces dictons que nous entendons des milliers de fois pendant notre formation et qui deviennent une partie de notre façon automatique de penser. L'individuation exige que nous rendions l'inconscient conscient, que nous examinions ces phrases automatiques, ces croyances héritées, et que nous décidions consciemment ce que nous voulons conserver et ce que nous voulons lâcher. Cela ne signifie pas rejeter tout héritage culturel. Ce serait tout aussi problématique que de l'accepter aveuglément. Cela signifie développer une relation consciente avec votre héritage linguistique et culturel. Cela signifie reconnaître qu'il y a une sagesse profonde dans ces dictons ancestraux, dans cette façon de parler qui s'est développée à travers les générations. Mais cela signifie aussi reconnaître qu'il y a des limitations, des préjugés, des peurs que vous n'avez plus besoin de porter. Le processus est celui de la discrimination consciente, du choix délibéré, de la construction de votre propre système de signification qui honore le passé tout en servant votre présent et votre futur. Et ce processus commence simplement par prêter attention à votre langage. Remarquez ces phrases que vous répétez automatiquement, ces valeurs que vous exprimez sans les remettre en question, et vous demandez honnêtement, est-ce vraiment le mien ou est-ce une programmation non examinée? Cette voix qui parle à travers moi, est-ce ma voix authentique ou est-ce l'écho de générations passées? Et basé sur cette question honnête, commencez le processus de construction consciente de votre propre langage, de votre propre narration, de votre propre façon d'être dans le monde, qui est véritablement la vôtre, au lieu d'être simplement un héritage non remis en question. Nous avons parcouru un chemin profond ensemble. Nous avons exploré comment chaque mot que vous prononcez révèle votre inconscient, comment différents archétypes parlent à travers vous, comment vos silences crient aussi fort que vos mots, comment vos métaphores inconscientes révèlent votre mythologie personnelle, comment la mélodie de votre voix raconte une histoire que vous ne saviez peut-être pas que vous racontiez, comment l'inconscient collectif se manifeste dans votre langage quotidien. Et maintenant, nous arrivons au point le plus important de tout ce voyage. Nous arrivons à la question cruciale. Que faites-vous de toute cette connaissance? Comment transformez-vous cette compréhension en pratique réelle? Comment utilisez-vous la conscience linguistique pour accélérer votre processus d'individuation, pour devenir qui vous êtes vraiment au lieu de continuer à être qui vos traumatismes, vos défenses, votre conditionnement culturel vous ont obligé à être? Le jour où vous commencerez à choisir consciemment chaque mot, non pas comme une performance externe, mais comme la sculpture de votre propre âme, comme un acte de création du soi que vous voulez être, sera le jour où votre individuation s'accélérera de manière exponentielle, où vous commencerez à expérimenter cette liberté psychologique que Jung a passé toute sa vie à aider les gens à atteindre. Parce que l'individuation n'est pas quelque chose de mystique qui se produit automatiquement avec l'âge. C'est quelque chose qui exige de la conscience, de l'intention, une pratique délibérée. Et le langage est l'un des outils les plus puissants que vous ayez pour ce processus. Richard Davidson a démontré que le cerveau est neuroplastique, qu'il peut changer radicalement à tout moment de la vie grâce à des pratiques intentionnelles. Et travailler consciemment avec votre langage est l'une de ces pratiques. Chaque fois que vous choisissez d'utiliser un mot plus précis pour une émotion que vous décriviez auparavant vaguement, vous développez une plus grande granularité émotionnelle. Vous créez de nouvelles catégories conceptuelles qui vous permettent d'expérimenter votre vie intérieure avec plus de clarté et de complexité. Il existe des pratiques spécifiques que vous pouvez mettre en œuvre immédiatement. L'une des plus puissantes est ce que nous pourrions appeler le journaling conscient. Il ne s'agit pas seulement d'écrire ce qui s'est passé dans votre journée. Il s'agit d'écrire en prêtant une attention spécifique à votre langage, en remarquant quelles métaphores vous utilisez à plusieurs reprises, quels sujets vous évitez, quelles émotions vous pouvez nommer avec précision, et lesquelles vous décrivez seulement vaguement parce que vous n'avez pas le vocabulaire pour elles.
Chaque fois que vous détectez un schéma linguistique répétitif, vous avez l'opportunité de vous demander quel complexe parle, quel archétype domine votre narration à ce moment-là. Et avec cette conscience vient la possibilité de choix. La possibilité de décider consciemment de parler d'un endroit différent, de donner la parole à des parties de vous qui ont été réduites au silence, d'intégrer des aspects de votre psyché qui étaient dissociés. Une autre pratique puissante est de vous enregistrer, en train de parler de différents aspects de votre vie, puis de vous écouter comme si vous étiez un observateur neutre. Qu'entendez-vous dans votre propre voix? Quelles émotions détectez-vous dans votre prosodie? Quel schéma remarquez-vous dans vos choix de mots? Cette pratique peut être inconfortable au début car la plupart des gens n'aiment pas entendre leur propre voix enregistrée. Mais cet inconfort même est une information précieuse. Qu'est-ce qui vous met mal à l'aise? Est-ce que vous sonnez différemment de ce que vous imaginez? Est-ce que vous détectez une vulnérabilité que vous préféreriez ne pas reconnaître? Est-ce que vous entendez des schémas que vous ne saviez pas que vous aviez? Toute cette information est de l'or psychologique. C'est du matériel pour l'individuation. C'est l'opportunité de rendre l'inconscient conscient. Vous pouvez également travailler spécifiquement avec les archétypes à travers des exercices vocaux conscients, consacrer du temps à donner la parole à différentes parties de vous-même. Parlez depuis votre guerrier intérieur, en remarquant comment votre ton, votre posture, votre énergie changent lorsque vous parlez de cet endroit. Puis parlez depuis votre sage intérieur, en remarquant comment la qualité de votre voix, le rythme de vos mots, le type de choses que vous dites sont différents. Puis parlez depuis votre enfant intérieur, vous permettant d'être vulnérable, joueur, authentique de manière que vous ne vous permettez peut-être pas dans votre vie quotidienne. Ce n'est pas un jeu superficiel. C'est l'intégration pratique des archétypes. C'est donner consciemment la parole à des parties de votre psyché qui opèrent normalement inconsciemment, contrôlant votre comportement depuis les ombres. Daniel Siegel appelle cela l'apo-intégration. Et c'est le cœur du bien-être psychologique. Lorsque toutes les parties de vous-même peuvent s'exprimer, lorsqu'aucune voix interne n'a besoin d'être supprimée ou rejetée, vous expérimentez la cohérence, vous expérimentez la plénitude, vous expérimentez ce que l'on ressent d'être vraiment soi-même au lieu d'être une collection fragmentée de masques et de défenses. Travailler consciemment avec votre langage signifie également élargir délibérément votre vocabulaire émotionnel. La plupart des gens fonctionnent avec un vocabulaire émotionnel extrêmement limité. Ils se sentent bien, mal, en colère, tristes, heureux. Mais il y a des centaines d'états émotionnels plus nuancés qu'ils pourraient expérimenter s'ils avaient les mots pour les nommer. Lisa Feldman-Barrett a démontré que la granularité émotionnelle, la capacité de distinguer entre différents états émotionnels avec précision, est directement corrélée à une meilleure santé mentale, de meilleures relations, une plus grande capacité de régulation émotionnelle. Lorsque vous pouvez faire la distinction entre vous sentir anxieux et vous sentir agité, et vous sentir dépassé et vous sentir sous pression, vous avez beaucoup plus de capacité à répondre de manière appropriée à chaque état. Lorsque tout n'est que mal, vous n'avez pas suffisamment d'informations pour savoir ce dont vous avez besoin. Mais lorsque vous pouvez nommer avec précision votre état interne, vous pouvez prendre des décisions plus sages sur la façon de prendre soin de vous, ce dont vous avez besoin à ce moment-là, comment communiquer votre expérience aux autres. Et enfin, la pratique la plus transformatrice de toutes, rompre consciemment les silences. Chaque sujet que vous avez évité d'aborder, chaque expérience que vous avez gardée secrète, chaque partie de votre histoire que vous avez sentie trop honteuse ou douloureuse pour être nommée, est une opportunité de libération. Vous n'avez pas à tout partager avec tout le monde, mais vous devez trouver des espaces sûrs, des personnes de confiance, des contextes appropriés où vous pouvez commencer à donner la parole à ce qui a été enfoui. Cela peut être en thérapie, cela peut être dans un journal privé, cela peut être avec un ami proche, dont vous savez qu'il peut soutenir votre vulnérabilité sans jugement.
Mais où que ce soit, l'acte de mettre des mots sur l'expérience non verbalisée est profondément guérisseur. Il transforme le traumatisme de quelque chose qui vous contrôle inconsciemment en quelque chose que vous comprenez consciemment. Il l'intègre dans votre narration de vie de manière à ce qu'il n'ait plus à se manifester en symptômes, en schémas destructeurs, en limitations inexplicables. Jung disait que le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Et ce processus de conversion, ce processus d'individuation, ne se produit pas dans un royaume abstrait de méditation silencieuse. Il se produit dans la vie quotidienne, dans vos relations, dans votre travail, dans vos décisions. Et il se produit fondamentalement dans votre langage. Parce que votre langage ne fait pas que refléter qui vous êtes. Il crée qui vous êtes. Chaque mot que vous choisissez consciemment est un acte d'autocréation. Chaque fois que vous donnez la parole à une partie de vous-même réduite au silence, vous libérez de l'énergie psychique qui était piégée dans la répression. Chaque fois que vous nommez avec précision votre expérience interne, vous développez une plus grande conscience, une plus grande intégration, une plus grande capacité de vivre comme un être humain complet, au lieu d'être un fragment défendu de ce que vous pourriez être. Le processus n'est pas facile. Il demande du courage. Il demande une honnêteté brutale envers soi-même. Il demande la volonté d'affronter des parties de votre histoire, des parties de vous-même, que vous préféreriez ignorer. Mais de l'autre côté de ce courage se trouve la liberté la plus profonde qu'un être humain puisse expérimenter. La liberté d'être authentiquement vous-même. La liberté de communiquer depuis votre centre véritable au lieu de vos défenses. La liberté de vivre une vie qui est véritablement la vôtre au lieu d'une vie dictée par des traumatismes non résolus, par un conditionnement culturel non remis en question, par des complexes qui opèrent depuis les ombres. Et cette liberté commence maintenant. Elle commence avec le prochain mot que vous choisirez consciemment. Elle commence avec la prochaine émotion que vous nommerez avec précision. Elle commence avec le prochain silence que vous romprez courageusement. Elle commence avec votre engagement à utiliser votre voix non seulement pour communiquer, mais pour créer, pour guérir, pour vous individuer, pour devenir l'expression la plus complète et la plus authentique de qui vous êtes vraiment sous toutes les couches de protection, tous les masques, toutes les limitations dont vous n'avez plus besoin. Qu'allez-vous faire de différent maintenant que vous savez tout cela? Quel schéma linguistique allez-vous commencer à changer? Quel silence allez-vous rompre? Quelle partie de votre âme va enfin recevoir la voix qu'elle mérite? Écrivez-le dans les commentaires. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de comprendre que sa façon de parler n'est pas accidentelle, qu'elle est révélation, qu'elle est opportunité, qu'elle est le chemin vers sa propre individuation. Et rappelez-vous ceci. Vous n'êtes pas brisé parce que vous parlez comme vous parlez. Vous révélez exactement où vous devez diriger votre attention, exactement ce qui doit être intégré, exactement quelle est votre prochaine étape dans le voyage pour devenir qui vous êtes vraiment. Votre voix est votre guide, votre langage est votre carte. Et le territoire qu'il révèle est le territoire le plus fascinant et le plus transformateur que vous explorerez jamais. Le territoire de votre propre âme qui attend d'être connu, nommé et finalement libéré.